on tient à remercier le comité d'organisation d'avoir fait cette invitation. Donc aujourd'hui, on va présenter la pharmacovigilance. Donc on va dire à quoi sert-elle et comment fonctionne-t-elle. Donc est-ce que vous avez des idées sur la pharmacovigilance dans le monde ou bien dans l'Algérie plus spécifiquement? Est-ce que vous avez des idées sur... D'abord, il existe un centre national de pharmacovigilance et de matériaux-vigilance. Pourquoi la pharmacovigilance? Donc, si on fait un petit historique, dans les années 1952, en 1952, il y avait 83 nourrissons décédés suite à l'application de la poudre Bomar. Donc c'est un TAC produit au niveau de... c'est utilisé en cas d'hermite du siège. Donc il a causé de nombreuses réactions allergiques. Mais le scandale, c'est le décès de 83 nourrissons, principalement en sud-ouest français et plus spécifiquement en Bretagne. Donc, dans ce scandale, en réalité, c'est un cas de matériaux-vigilance. Il y avait confusion entre les fûts de la matière première de la poudre de Bomar et les fûts d'arsenic. Ils sont interchangés. Donc, le producteur pharmaceutique, donc il a mélangé l'arsenic à ses poudres. Donc, il y avait des décès suite, puisque si on fait une application d'une poudre qui contient des toxiques au niveau des zones très fines, et souvent il y a des lésions, donc on peut avoir diffusion de l'arsenic très rapidement au niveau du corps. Ensuite, il y avait le scandale des années 1957 jusqu'à 1963, c'est la thalidomide, donc commercialisée au début en Allemagne. Donc on a remarqué que l'utilisation de ce produit a causé donc c'est un produit utilisé comme anti-émietique chez les femmes enceintes. Il y avait plus de 10 000 naissances de bébés phoques, ce qu'on appelle phocomie. Dans les années 1970, il y avait des cas de cancer de vagin chez des fillettes nées des femmes qui consommaient le Distilbène. Le Distilbène, il était commercialisé pour éviter les fausses couches et les menaces d'accouchement. Donc voici une illustration des bébés phoques, donc des phocomylies. Voilà, donc c'est des membres très petits. Donc c'est ce qu'on appelle la phocomylie. Pourquoi la pharmacovigilance? Parce qu'on passe dans la vie d'un médicament, généralement, la vraie vie d'un médicament, elle commence après sa mise sur le marché. Mais avant sa mise sur le marché, il y a au niveau des laboratoires un screening de plus de 100 000 molécules.
Voilà. Donc il y a plus de 100 000 molécules au début. Ensuite, on fait un screening au niveau des laboratoires. On va sélectionner 100 molécules. On va les tester, généralement dans les modèles cellulaires, et seulement 10 médicaments qui sont candidats à être testés pendant la phase clinique. Donc on a la phase pré-clinique, ensuite la phase clinique qui est divisée en 3 phases. La phase 1, 2 et 3, les essais cliniques. Ensuite, généralement les laboratoires demandent une autorisation de mise sur le marché. Les agences de régulation des médicaments vont délivrer une AMM, mais généralement suite à l'étude des dossiers, des essais cliniques, de la viabilité de ces essais. Mais ces essais, généralement, ils se font sur une population bien sélectionnée. On sélectionne généralement des adultes de sexe masculin, bien portants, sans pathologie. Généralement, on évite de sélectionner des personnes portant des maladies chroniques, des comorbidités. Donc il y a, lorsqu'on met sur le marché un médicament, généralement ça touche toute la population. Et on peut avoir des effets indésirables qu'on n'a pas cités pendant les essais cliniques, puisque c'est une population bien sélectionnée. Qu'est-ce que la pharmacovigilance? Selon l'OMS, c'est la science et les activités relatives à la détection, à l'évaluation, à la compréhension et à la prévention des effets indésirables ou de tout autre problème lié aux médicaments. Les effets indésirables sont définis. Les effets indésirables des médicaments sont définis comme des réactions nocives et non souhaitées. Parce qu'on peut avoir des effets secondaires, mais ils sont bénéfiques. Donc c'est des effets, des réactions nocives non souhaitées se produisant aux posologies normalement utilisées chez l'homme pour la prophylaxie, ou bien le diagnostic, ou le traitement d'une maladie. Donc, selon la nouvelle loi de santé de 2018, dans son article 177, le professionnel de santé est tenu de déclarer aux autorités sanitaires les effets indésirables secondaires à l'administration des médicaments. Également, le professionnel de santé est tenu de participer à toute action d'information et d'évaluation du bon usage de produits pharmaceutiques et de concourir à la pharmacovigilance et à la matériovigilance. En Algérie, on a seulement un centre national de pharmacovigilance créé par décret ministériel en 1998. Il n'y a pas de centres régionaux de pharmacovigilance. Par contre, il y a des collaborateurs régionaux formés au niveau du Centre national de pharmacovigilance. La mission du Centre national de pharmacovigilance, c'est d'organiser un système de détection, d'évaluation, de gestion des risques en matière de médicaments, de vaccins, de dispositifs médicaux, des plantes, des produits cosmétiques, des réactifs, et également de diffuser l'information sur les incidents et les risques d'incidents. Et ceci par donc, la formation initiale faite au niveau des facultés de médecine. Donc, c'est l'enseignement de la pharmacologie et thérapeutique et des formations continues
principalement le bon usage des médicaments, la formation des collaborateurs techniques régionaux, les principes de pharmacovigilance et le programme, donc c'est le programme national d'utilisation rationnelle des médicaments. Donc en Algérie, lorsqu'on reçoit une alerte, une déclaration qui vient, donc on va faire un enregistrement d'abord, on va valider l'information. Ensuite, on traite l'information, on traite la déclaration. Par la suite, on évalue. Donc, on évalue la gravité de l'effet indésirable rapporté. On va faire une imputabilité et selon les résultats de l'imputabilité, généralement, on peut faire une enquête. Une enquête dans les différents services utilisateurs. Suite à ces enquêtes, soit on émet des informations, ou bien on émet des recommandations. Et ceci pour la prévention des effets indésirables. L'Organisation générale de la pharmacovigilance et de la matériovigilance en Algérie, on a un centre national de pharmacovigilance et de matériovigilance. Donc, en étroite collaboration avec le Centre national de toxicologie, l'Agence nationale des produits pharmaceutiques, créée en 2017, l'Institut Pasteur, le Laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques, la pharmacie centrale des hôpitaux, mais également avec donc les sociétés savantes, les professionnels de santé, les patients également. Donc, il y a des patients qui déclarent directement au Centre national de pharmacovigilance lorsqu'il y a un effet indésirable, selon sa gravité. Donc, on fait des enquêtes. Si on remarque que cet effet est gravement dangereux, donc on fait un comité ad hoc. Le comité ad hoc est constitué de représentants de ces différentes entités. Donc, selon ce comité ad hoc, donc on va transmettre l'information à la direction de la pharmacie, qui dépend directement du ministère de la Santé. Donc, généralement, c'est eux qui décident soit de retirer un lot, ou bien retirer tous les médicaments sur le marché, ou bien c'est de faire, donc transmettre les recommandations. Le champ d'application de la pharmacovigilance, donc on a tous les effets indésirables suspectés être liés à l'utilisation soit d'un médicament, d'un dispositif médical, d'un vaccin, d'un réactif, d'un produit cosmétique et d'un produit de phytothérapie. Les circuits de communication de la pharmacovigilance, donc l'outil essentiel de la pharmacovigilance est le recueil des effets indésirables sur des fiches de déclaration. Ensuite, la notification doit être faite par tout professionnel de santé, allant du médecin, du pharmacien, de la sage-femme, du chirurgien dentiste, de l'infirmier. On a également, donc le patient également peut déclarer. Les notifications se font sur un document, donc c'est la fiche de déclaration, et se fait au Centre national de pharmacovigilance et de matériovigilance. Dans la notification, il doit figurer des renseignements concernant le patient, des renseignements sur les antécédents et les facteurs de risque du patient, des renseignements sur le traitement, donc on doit donner le nom, la posologie, les différents médicaments pris par le patient, des renseignements sur la gravité, la description de l'effet et l'évolution de l'effet. Donc voici donc
le site, donc tout praticien ou bien tout professionnel de santé peut déclarer, soit par les fiches de déclaration, ou bien il peut déclarer directement sur le site du CNTM. Je tiens à vous informer que dernièrement, c'était en fin 2018, que le CNTM a été, donc le site du CNTM a été intégré au réseau VSN, Vaccine Safety Net. Donc qu'est-ce que le VSN? Le Vaccine Safety Net est une initiative de l'OMS née en 2003, faisant face au lobby. Il vise à aider les internautes à trouver des informations fiables sur la sécurité des vaccins. Le VSN est un réseau mondial des sites Internet évalué par l'OMS. Donc il y a 70 sites Internet, 32 pays et il est en 17 langues. Il y a 150 millions par mois de visiteurs, donc estimation selon l'OMS. Les objectifs de ce portail, c'est de faciliter l'accès à des informations fiables, compréhensibles, fondées sur des preuves, sur la sécurité des vaccins pour les utilisateurs d'Internet. Donc, quel que soit leur pays ou leur nom. C'est de collaborer, un autre objectif, c'est de collaborer au niveau international afin d'accroître la sensibilisation sur la vaccination, réduire les réticences aux vaccins et renforcer la confiance dans les vaccins. Ceci, c'est en cherchant à mieux comprendre les utilisateurs d'Internet, donc leurs besoins, leurs comportements et leurs préférences, et en fournissant des informations fiables sur des mesures selon les besoins des utilisateurs. En communiquant, également, c'est en communiquant de l'information sur la sécurité des vaccins par des moyens numériques, sites web, réseaux sociaux. Les 5 raisons pour rejoindre le VSN: accessibilité aux informations actualisées en permanence sur la sécurité des vaccins. Donc il y a une actualité, donc c'est un site réactualisé. La visibilité du site web, la crédibilité, les conseils pour améliorer la mise en page du site web, possibilité de participer à des projets de recherche internationaux et de contribuer à des produits scientifiques. Donc voici les pays qui sont adhérés à ce réseau. Donc en Afrique, on a seulement 2 pays et l'Algérie qui rejoint en 2018, fin 2018, ce réseau. En conclusion, la pharmacovigilance est au cœur de la santé publique. C'est une responsabilité partagée entre tous les acteurs de santé dans une ambiance de confiance, de confidentialité, de concertation et de synergie. C'est un exercice délicat. C'est difficile d'évaluer les risques liés à l'utilisation des médicaments. Donc c'est difficile d'évaluer la balance bénéfice-risque. Et je vous remercie. Très intéressante communication. Merci, M. Brice. On va de suite passer à la séance de questions. J'invite les 3 communicants à me rejoindre ici, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des questions à poser au docteur Béchat, l'ophtalmologiste?
que vous avez dit que le traitement a révolutionné le traitement anti-VEGF. Est-ce qu'il y a actuellement une disponibilité d'anti-VEGF qui cherche dans les 1000 euros? Ça dépend, il y a deux types de anti-VEGF disponibles. Il y a le Lucentis, il y a l'Eylea. Bon, le Lucentis, il a sa AMM ici, il est disponible dans plusieurs hôpitaux, surtout au centre. Le Eylea est disponible qu'au niveau de l'hôpital central de mais il y a un problème de disponibilité, effectivement, professeur, parce que il coûte dans les 700 euros pour le Lucentis et 1100 euros pour le Eylea. Et le problème, c'est qu'on n'a pas besoin d'une seule injection. C'est une série d'injections, minimum de 3 injections à un mois d'intervalle, pour qu'on puisse avoir une épaisseur rétinienne approximativement normale. C'est pour ça que la disponibilité, on va dire qu'elle est très indisponible, même au centre. Merci, docteur Deschamps. Il y a une autre question là? Alors, qui c'est qui a levé la main le premier? C'est le monsieur. Alors, salam alaikum. Mes sincères salutations respectueuses et distinguées, Monsieur le Président et des représentants. La question est la suivante. Médecin ophtalmologiste. On a eu des cas des OCT et on a fait des injections, des IVT à répétition, une série d'IVT, mais il s'est révélé que quand on a demandé aux malades les OCT, l'œdème maculaire ne s'est pas résolvé. Je voudrais des éclaircissements sur ces cas. La deuxième question que je voulais poser, si vous permettez, c'est la conduite en clinique d'un paramédical ou d'un médecin urgentiste dans une clé cornée dans un cas urgent en attendant l'arrivée de l'ophtalmologue pour gérer l'urgence, sachant que le time is money et la santé du malade avant tout. La troisième question, si vous permettez, c'est que la technologie ne cesse de progresser. Et on est à la FACO, les chirurgies cataractes, on est à la FACO. Est-ce qu'il y a des techniques? Parce qu'il faut être à jour. La technologie ne cesse de progresser. Est-ce qu'il y a des techniques de cataracte qui sont récentes pour éclairer tout le monde? Je vous remercie infiniment. Merci pour vos questions, monsieur. Ce monsieur travaille en ophtalmologie, je Chef suppose. service ophtalmologique. J'ai eu l'honneur de visiter son service tout à l'heure. Commençons par la première question. Effectivement, il y a des malades qui ont dit malades non répondeurs, pour qui même les injections des anti-VEGF n'ont rien fait. Je voudrais signaler juste un truc, comme j'ai très bien expliqué, on a tendance maintenant à aller d'emblée injecter le malade, malgré un déséquilibre des facteurs de risque. On a eu des cas, généralement c'est des cas malheureusement des pères, des confrères, qui sont d'emblée, qui veulent injecter d'emblée leur père, comme le dernier qu'on a eu il y a à peu près un mois. C'est des personnes non répondeurs, soit parce qu'il y a un déséquilibre associé, soit c'est des personnes non répondeurs. Il faut savoir que les anti-VEGF, ça fait 7 ans qu'ils ont eu une AMM, ça fait 7 ans qu'on a commencé à injecter. Là, ça fait 4 ans, on a tendance à suivre d'autres schémas pour des injections, c'est-à-dire des switches. On injecte 3 fois un anti-VEGF, ensuite avec un autre anti-VEGF si le patient là ne répond pas. Ça c'est pour votre première. Mais il y a aussi quelques rares personnes qui, malgré qu'on utilise les 2 anti-VEGF, ils ne répondent pas.
C'est pour ça qu'il y a d'autres modalités thérapeutiques, à savoir le laser, qui a toujours son indication, mais aussi le traitement par voie chirurgicale qu'on doit utiliser en dernier recours. Docteur, il y a une question concernant EPH. On utilise le Lucentis. Le dessin. Le Lucentis, il a un très élevé. Il a un coût, oui. Il est cher. Il coûte Alors, 700 on euros. peut mettre les IBD, à chaque fois on sait les IBD, il y a deuxième problème. Et quand on demande de l'OCT, voilà, on peut pas interprète. On a remarqué qu'il n'y a pas que les options importantes des œdèmes. Il n'y a pas de réponse, c'est ça. Il y a des réponses et dans la majorité des cas, il n'y a pas de. Écoutez, non, les labos ont tendance à exposer ce produit-là comme un produit miracle, mais concernant les malades qui sont injectés chez nous, on n'a jamais eu de rétine réappliquée avec 3 injections. On peut aller jusqu'à 6, même 8 injections pour espérer une rétine tout à fait à plat. Et même au-delà, dès qu'on arrête l'injection, on a tendance à avoir des récidives. C'est-à-dire qu'il y a un pronostic, on va dire dans les médias, il y a un confort, il y a une remontée de l'acuité visuelle, mais on n'est pas à l'abri d'une récidive. Et je dis bien qu'il y a des personnes et des patients non répondeurs. Ça c'est pour votre première question. Pour la deuxième question, c'est un autre sujet, c'est le traumatisme oculaire. Ça aurait été bien d'exposer ce problème-là. Peut-être qu'on va faire ça la prochaine fois. Concernant les traumatismes oculaires, il faut savoir que c'est le motif de consultation le plus fréquent en ophtalmologie. Concernant les traumatismes oculaires contusifs, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas réellement d'urgence. Mais le problème, c'est les traumatismes oculaires pénétrants et perforants surtout. Devant ce traumatisme, pour vous, les paramédicaux, vous avez une place importante, surtout en attendant, vous avez 2 ophtalmologistes, je pense, à votre EPH, oui. Je pense qu'ils ne peuvent pas assurer les gardes chaque jour. En attendant l'arrivée de l'ophtalmologiste, il y a 2 complications à craindre. La première, c'est l'endophtalmie, l'infection intraoculaire et la perte du globe oculaire. Et la deuxième, c'est l'ophtalmie sympathique. Pour prévenir ça, premièrement, il faut instiller aucun autre produit, ni antibiotique, ni comme traitement local. Deuxièmement, je pense que vous avez la bétadine oculaire. Il faut instiller beaucoup de bétadine. Et troisièmement, il faut couvrir cet œil par une compresse stérile. Pansement oculaire stérile, je précise bien stérile. En attendant, bien sûr, vous placez une voie d'abord et vous commencez donc sans attendre l'antibiothérapie. Je ne sais pas ce que vous avez appelé ça exactement. C'est une bioantibiothérapie avec une dose de 40 mg de corticoïdes par voie générale pour prévenir l'ophtalmie sympathique. Et si vous voulez encore mieux aider le chirurgien qui arrive, vous envoyez le patient pour une TDR qui est médico-chirurgical pour les traumatismes oculaires perforants. Ça c'est pour votre deuxième question, j'espère qu'il était... Je vous remercie. La troisième question. La troisième question. Technique de poids. La chirurgie de cataracte n'arrête pas de faire des progrès, bien sûr, tout en sachant que les anciennes techniques, à savoir la chirurgie de cataracte extracapsulaire, a toujours sa place, surtout pour les cataractes blanches totales, pour les cataractes intumescentes. Je pense que vous avez beaucoup ici. La technique de chirurgie de cataracte par émulsification, on ne va pas dire qu'il y a une autre technique après ça, mais il y a des différents matériels, des phaco-émulsificateurs qui ont vu le lieu. Savoir, on est maintenant à l'Infinity, je ne sais pas ce que vous avez ici, l'Infinity. Il y a après ça, c'est des machines qui procurent et facilitent, on va dire, l'acte chirurgical pour le chirurgien. Mais le progrès a été fait pour la microscopie. Alors, on a tendance maintenant en Europe à opérer non en utilisant le microscope, mais en image 3D. C'est-à-dire qu'on projette en écran et on ne va pas directement dans... Oui.
Voilà les derniers projets qui ont été réalisés pour la chirurgie de cataracte. Je vous remercie. Merci à vous. Est-ce qu'il y a un traitement médical Pour- pour les cataractes? Non, ça n'existe pas. On a tendance à voir ça. Il y a des consultants qui viennent chez nous, malheureusement, des consultants privés. Et généralement, c'est des ophtalmologues qui opèrent pas. Et ils donnent des bouillons, généralement, ou puis encore des corticoïdes. Ils disent que ça peut faire. Ça peut engendrer ça peut engendrer un glaucome cortisonique, malheureusement. Mais il n'y a pas de traitement pharmacologique pour la chirurgie de cataracte. Pourquoi je pose cette question? Parce que je suis toujours un homme curieux. Il y a des égyptiens ophtalmologues actuellement qui font des recherches sur la sueur. Ils sont partis de avec la chemise qu'il a amenée à son père, et lorsqu'il a frotté les yeux, il s'est mis à voir. Alors les gens sont en train de, en Égypte, ils ont publié des trucs, et ils sont en train de faire des recherches sur la sueur pour voir si les éléments constitutifs de la sueur peuvent entraîner l'amélioration de la sueur. C'est pour ça que je pose plus de curiosité. Il y a une question des professeurs d'Azouas. Par rapport aux ordures et les solutions épidémiques, vous l'épuisez bien. Pardon? L'histoire du prophète Joseph était associé au clan transformation, comme vous avez dit, et ils ont préparé des solutions. Je pense qu'il y a une personne sur ça. Non, mais ça n'a pas été confirmé. Ils ont même essayé avec des injections de calcium, parce qu'il y a des ponts, des calciums qui sont rompus au cours de la génèse de la cataracte, mais c'est pour le moment c'est des hypothèses, rien n'est officiel. Vous avez une question des professeurs d'Azouas. Moi, c'était la même question pour le monsieur, c'était par rapport à la prise en charge dans le cadre des non traités et des terroristes, vous avez répondu. Et la deuxième question, c'est une question de Laurent. J'ai vu quand vous donnez la visuelle, à un moment vous avez mis 1 sur 20, et puis un dixième, enfin, ce que je connais. C'est un dixième, c'est statistique. Ça dépend des échelles. La dernière échelle qui est utilisée, c'est une échelle universelle, c'est l'EDTRS. Elle permet de voir, à l'état normal, c'est de 1 à 12. Mais l'échelle EDTRS, elle permet de chiffrer même de 1 vingtième, 1 trentième jusqu'à 1 cinquantième. Auparavant, quand on n'avait pas cette échelle-là, après les 1 dixième, on faisait compter les doigts aux patients. Il compte les doigts à 5 mètres, à 4 mètres, à 3 mètres, à 50 centimètres. C'est juste un record. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions à poser au docteur Béchard? Une question? Monsieur Béchard, vous avez dit que votre malade se plaignait d'une malvoyance depuis combien de temps? La deuxième patiente, C'est le premier. le premier. Le premier, c'était un diabétique qu'on a eu depuis 5 ans. Comment vous l'avez su? Ah non, il avait un accompagnateur, bien sûr. Il est venu avec son fils. Est-ce qu'il y a des questions à poser au deuxième communicant, s'il vous plaît, qui est le docteur Toussaint, qui est là devant vous? Alors, c'est l'immunité, toujours. Une science fondamentale qui est commune à toutes les pathologies. Vous êtes partout. Merci beaucoup pour cette excellente présentation. Et je voulais juste voir votre attitude. Donc j'ai vu la prise en charge de la fonction cognitive. On parle vraiment de la famille. Mais par rapport à C'est une prise en charge, ça c'est un test pour poser le diagnostic d'une ataxie, ça c'est la dyscalculie. oui, je sais. Par la suite, vous l'avez utilisé pour améliorer la fonction cognitive. Non, c'est. Ah, je pensais que c'était par la suite. Ah oui, je sais. Oui. Donc, d'accord, donc je viens inclure dans la question. Alors, qu'est-ce que vous faites pour l'accompagnement, bien sûr, des parents par rapport à l'amélioration de la fonction cognitive, l'alimentation, l'équité sur l'immunité au cerveau. Troisième point, le système immunitaire complet, c'est assez légal et moral. Donc, généralement, la vaccination par des vaccins vivants
atténuer son contre-indiqué. Cependant, est-ce que vous exigez aux parents, à la famille, par exemple les vaccins contre la grippe, de les vacciner obligatoirement chaque année? Voilà. D'accord. Alors pour la prise en charge sur le plan neurologique, c'est une prise en charge, comme je l'ai dit, c'est une prise en charge purement symptomatique. C'est la kinésithérapie, la ergothérapie, mais la dégradation cognitive est constante. Déjà, en âge préscolaire, il y a toujours un déficit intellectuel, même s'il est minime, et maintenant elle n'est plus scolarisée, elle ne peut pas lire, elle ne va pas. Voilà. Ça, c'est pour votre première question. Pour le déficit immunitaire, oui, donc on a un déficit immunitaire combiné, et qui touche l'immunité cellulaire et l'immunité humorale. Donc les vaccins vivants atténués sont formellement contre-indiqués, mais les autres vaccins peuvent être administrés. D'autant plus qu'il y a quand même une sécrétion de l'immunoglobulines, il n'y a pas un déficit. Le déficit immunitaire est sûr, donc c'est un déficit immunitaire qui touche les IgA et les IgE. Donc quand même, il y a une sécrétion des autres immunoglobulines. Bien sûr, bien sûr. On explique aux parents que le vaccin vivant atténué est contre-indiqué, mais quand même le vaccin antigrippal est indiqué. On a dit même l'antibioprophylaxie par rapport aux infections. Ça présente des infections à répétition. Bon, j'ai pas fait une radio puisque le risque des radiations, etc. Donc le scanner et la radio, donc c'est un risque de cancérigène. Donc quand même j'ai traité comme dilatation de branche. Donc l'antibioprophylaxie, le drainage, la kinésithérapie et l'administration des immunoglobulines mensuellement à la dose de 1 gramme par kilo. Voilà, donc j'ai pas assez de recul parce que ça fait 1 mois qu'on a fait le diagnostic. Oui, je suis étonné pour ce diagnostic, comment les médecins en erraient. Parce que vraiment, c'est un diagnostic évident. Oui, parce que les gens qui ont vu ce patient, le médecin, comme c'est une pathologie qui est rare, qu'ils ne connaissent pas, c'est ça, ce que le message que je suis en train de toujours passer, c'est d'aller lire d'abord quelles sont les étiologies des ataxies chroniques. Et lorsque le premier diagnostic qu'on doit évoquer chez l'enfant, c'est l'ataxie télangiectasie. Et le diagnostic est clinique. Vous regardez les yeux et vous trouvez les télangiectasies. À ce moment-là, vous continuez votre diagnostic. Donc vous voyez, elle est partie à la baisse, les médecins, je ne sais pas combien de médecins l'ont vu, alors qu'ils n'ont pas pensé parce qu'ils n'ont pas lu. C'est tout. Parce que s'ils avaient lu, ils auraient posé le diagnostic. Parce que nous, lorsqu'on reçoit une ataxie, le premier diagnostic qu'on évoque en pédiatrie, c'est l'ataxie télangiectasie. Et on va voir au niveau des yeux. Il y a des fois où il n'y a pas de télangiectasie. Ça devient difficile. Ça peut exister aussi. Mais le deuxième point, c'est lorsque vous avez fait du LM, dans cette ataxie, vous avez trouvé qu'il y avait une atrophie du vernix. Voilà. Mais j'ai mal lu. Oui, à l'atrophie cérébelleuse, la question qu'il faut se poser, est-ce que vous avez dans l'ataxie télangiectasie, donc le syndrome de Guibar, vous avez à l'IRM une atrophie cérébelleuse, ou est-ce que l'atrophie cérébelleuse peut être une atrophie, par exemple une malformation congénitale? L'ataxie télangiectasie, donc l'IRM, il y a pratiquement dans la majorité des cas une atrophie cérébelleuse. Voilà. Puisque je voulais vous préciser. Parce que vous savez, c'est pourquoi je pose cette question, parce que vous avez la difficulté, c'est lorsque vous n'avez pas les télangiectasies, à ce moment-là, vous pensez à une malformation, une atrophie du vernix, une atrophie cérébelleuse des hémisphères, et à ce moment-là, vous oubliez de rechercher la télangiectasie et vous ne recherchez pas le déficit immunitaire. Également, c'est un diagnostic différentiel avec l'ataxie de Friedrich où il n'y a pas une atrophie cérébelleuse. L'ataxie de Friedrich, il y a une atrophie de la moelle épinière, contrairement à l'ataxie télangiectasie. Voilà. Juste une petite remarque, l'apparition de la télangiectasie peut être tardive. Voilà, donc on peut quand même, mais selon le père, c'est à l'âge de 3 ans. Donc il va consulter le médecin après l'apparition de télangiectasie. Il m'a ramené même un cartable d'examen complémentaire. Mais on peut passer à côté quand même.